Général Yakovlev, sa vision de l'histoire, il dit à peu près ce que vous dites sur le fait qu'il a cette expression un peu militaire, c'est son style, un peu comme vous. Il dit l'Europe est le steak. L'Europe est mal défendue. L'Europe est le steak qui fait saliver évidemment les Russes. Et le grand danger, c'est que l'existence même de l'Europe soit menacée parce que les Américains, peu à peu, peuvent être tentés de moins s'investir. Et l'Europe, en termes conventionnels en tout cas, n'est pas assez défendue. Dans un monde carnivore, nous sommes le steak. Oui, on l'est et on l'est encore. Et on le sera tant que les dirigeants européens ne reconnaîtront pas, comme vient de le faire le président Macron, qu'il va peut-être falloir qu'on change de portage. Et je ne dis pas aller faire la guerre sur le front. Ça, c'est de la caricature, si vous voulez. Quand Scholz dit « il n'en est pas question » et tout, je ne pense pas que c'est ce qu'on envisage. En revanche, aider d'un peu plus près, c'est pas choquant. Le risque existentiel pour l'Europe, est-ce qu'il existe ? Il faut toujours penser au pire pour le conjurer. Et Première Guerre mondiale, l'Europe, ça a en quelque sorte rétréci. Deuxième Guerre mondiale, encore rétréci. La décolonisation. Est-ce que le coup fatal pourrait venir s'il y en avait une troisième ? Oui. Le coup fatal, c'est l'Europe dont on démontre la non-pertinence dans un monde nouveau où on aurait laissé Poutine faire ce qu'il veut. Et où les Américains considéraient que de toute façon on ne sert plus à rien, etc. etc. C'est la non-pertinence du bloc européen. Je ne parle pas que de l'Union européenne, avec nos querelles ça. Les Américains, eux, économiquement se portent bien. Ils restent une très grande puissance militaire. Ils n'ont pas tout à fait nos problèmes. Et la guerre leur profite. De fait, ils ne l'ont pas cherché, mais la guerre leur profite. Non, ils ne l'ont pas cherché, mais la guerre leur profite. Oui. Très clairement, stratégiquement, parce que ça les a remis, si on en doutait, ça les a remis au centre du jeu. Ça a permis d'oublier un paquet d'erreurs passées, parce que là, du coup, voilà, on est tranquille. Et puis, économiquement, ils en tirent des avantages énormes. Voilà, prions qu'il ait tort. Prions que le destin lui donne tort, mais vous approuviez de la tête. Non, je pense qu'il a raison sur le fait que pour les Américains, enfin, même pour le reste du monde, les Européens, l'importance de l'Europe que nous, on peut imaginer d'ici, ça baisse petit à petit. Et les Américains ont clairement, avec l'Ukraine, retrouvé un peu le poids de la bête qu'ils avaient perdu un peu, et sont au centre des négociations, mais que ça soit en Ukraine sur les armes livrées ou en Moyen-Orient sur les otages et sur une trêve éventuelle. Donc, on voit l'Europe disparaître un peu politiquement et au niveau de la défense en tout cas. Alors pardon de le dire, mais c'est exactement ce que Vladimir Poutine escomptait. Et depuis longtemps. C'est-à-dire il est au pouvoir depuis 23 ans. Je ne pense pas que ça lui est arrivé tout de suite présent à l'esprit, mais assez rapidement. Et puis lui aussi, il l'a dit, on ne l'a pas entendu. Mais il pense exactement cela. C'est-à-dire, quand le général Yakovlev dit l'Europe c'est le steak, je dirais, voilà, c'est une friandise finalement peut-être pour les Russes. C'est-à-dire, en tout cas, c'est ça qui est dans l'esprit de ses plus hauts dirigeants. Ouais. Alors, pardon, mais moi je trouve que c'est un peu facile, ces espèces de démonstrations de muscles comme ça. L'Europe n'a jamais été construite pour se défendre. L'Europe est une puissance économique, une puissance monétaire, une puissance commerciale, une puissance politique, mais l'Europe de la défense, ça existe, c'était l'OTAN. Nous ne pouvions pas savoir que un Trump allait comme ça émerger et que la protection américaine allait menacer de se retirer de l'Europe. Alors, il faut en tirer toutes les conclusions, il faut réarmer. Moi, je trouve qu'on le fait assez vite. Je pense aux 100 milliards d'euros dépensés d'un coup pour les Allemands pour se réarmer. Il y a une espèce de branle-bas de combat, c'est le cas de le dire. Mais dire comme ça après coup, oui, on a été naïf, on a été... Non, moi, je ne pense pas. Je pense que le propre de la politique internationale, c'est que c'est un jeu qui change constamment, il faut s'adapter, mais je trouve que cette espèce d'autoflagellation est un peu facile. Et après, il y a quand même des cycles dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est quand même assez surprenant qu'on se soit dit, ça y est, maintenant la paix est là. De toute évidence, il y a... Oui, mais nous avons profité profité de ce cycle. Pardon, juste 2 minutes. Nous avons profité de ce cycle. La prospérité extraordinaire de l'Europe, elle est aussi due au fait que nous n'avons pas... Regardez ce qu'était la France sous l'Ancien Régime, où les 2 tiers du budget de
l'État, ça servait à financer les guerres. Alors effectivement, aujourd'hui, on se réveille, on se flanque la frousse et à juste titre, il faut bouger, mais je pense que nous avons, encore une fois, profité de ce système pendant de nombreuses années. Est-ce qu'on a vécu sur une utopie? Une puissance a une armée. Sur un doux rêve. Tout éternité, une puissance qui n'a pas d'armée, c'est pas normal. Bon, Non, mais moi je pense que c'est pas seulement de l'autoflagellation, c'est aussi des changements de stratégie, de politique qui viennent des États-Unis. Et nous, l'Europe, nous n'avons pas... Qui était prévisible aussi. Qui était prévisible aussi, voilà. Et comme ça a été dit, ils ne les ont pas cachés. Donc c'est le cours de l'histoire, c'est le fait que peut-être nous ne sommes pas assez bien adaptés, mais nous sommes en train de le faire. Ouais. Nous sommes en train de le faire, mais c'est une guerre. Mais tout doucement. Sauf que les États-Unis, juste 2 secondes, les États-Unis, on a dit les États-Unis s'en vont, c'est le retour de l'isolationnisme, etc. Regardez l'effort militaire et financier des États-Unis pour aider l'Ukraine. Oui, pour des gens qui sont en train de se barrer, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils prennent leur temps. Et je m'en réjouis. Mais bien sûr, ce risque existe. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que on ne peut pas tout prévoir. Il y a des arbitrages qui ont été faits. De toute évidence, aujourd'hui, il faut changer les arbitrages, changer les priorités. Je pense que les peuples européens n'ont pas compris encore toutes les conséquences concrètes de ça. Parce que pour être un peu brutal, plus d'argent pour les armes, ça fait moins d'argent pour le social et le RSA. Et ça, les gens vont bientôt s'en rendre compte. Peut-on poser une question un peu brutale, c'est-à-dire, est-ce que Poutine est en train de vivre, de son point de vue, des heures plutôt heureuses? Parce qu'en réalité, comme vous le disiez, ce débat-là, le fait qu'il y ait le différend entre Scholz et Macron, que l'Europe n'arrive pas à se mettre, parce que vous dites maintenant on a fait des progrès, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord là, cette semaine. C'est quand même 13 ans. Oui, c'est normal aussi. Emmanuel Macron prend un peu l'affaire à l'envers. Mais envoyer des troupes au sol en Ukraine, ça veut dire devenir co-belligérant. Il pas exclu. Attendez, on en discutera effectivement. Qui a raison? Qui a raison de Scholz et de Macron? Mais d'abord, Poutine, pour l'instant, qui évidemment jubile du fait qu'il y ait ces divisions européennes. Et en tout cas, lui, il est en campagne. Il reste combien de jours, Alexia? 12 jours. Voilà, -12, J-12. On y est presque. L'élection, elle aura lieu les 15 et 17 mars prochains. Il y a déjà des provinces éloignées qui ont commencé à voter, comme à Tchoukotka, j'espère que je le prononce correctement, Anne, oui. C'est ça, près de la Sibérie. En face de l'Alaska. En face de l'Alaska. Donc, premier vote, en tout cas, on le voit sur ces photos qui ont eu lieu vendredi dernier. Après déjà 24 ans au pouvoir, Vladimir Poutine est sûr d'être réélu pour un 5e mandat. C'est donc tout sourire et sûr de lui qu'au lendemain des funérailles d'Alexeï Navalny, son premier opposant, il a inauguré le Festival mondial de la jeunesse qui a lieu cette semaine à Sotchi. Regardez. Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым. Inauguration en grande pompe, et avec ce festival, en fait, Poutine travaille son côté faiseur de paix. Pourquoi ? Parce que ce festival qui se tient sous le slogan « Commençons l'avenir ensemble », tout un programme, et ça va officiellement, selon le programme, en tout cas du festival, permettre aux jeunes du monde entier d'engager un dialogue pour, je cite, « construire un monde juste ». Rien que ça. Vladimir Poutine, on l'a compris, il mène donc campagne, mais d'une façon assez déguisée, parce qu'en réalité, la propagande mène campagne pour lui, et notamment grâce au journaliste Pavel Zarubin, qui travaille pour la première chaîne de télévision russe. Et regardez la façon dont il a filmé les coulisses de la grande messe de Poutine, son discours à la nation qui a eu lieu jeudi dernier, et on dirait presque, vous allez le voir, qu'il attend une rockstar. Никогда еще речь Путина не была столь объемной в прямом смысле этого слова. Самую большую скрепку пришлось отрывать с усилием. Проходит через эти декорации. Вот сцена, а на ней заранее оператор нашей программы установил дополнительную небольшую камеру. Затем вернулся и перепроверил работоспособность. Ну а оператор большой телетрансляции рассмотрели, что это такое. Президент вышел на сцену. И у нашей программы ракурсы главных событий интереснее остальных.
Et en près d'un quart de siècle, les élections présidentielles de Vladimir Poutine se suivent et se ressemblent. Mais pour le chef du Kremlin, ex-agent du KGB, mais juriste de formation, eh bien, il est très important de respecter les formes constitutionnelles du scrutin. Un scrutin qui doit servir de base légale pour justifier ensuite ses politiques. Alors, forcément, il tente de draguer, de plaire au plus grand nombre dans ce pays de 143 millions d'habitants aux 170 groupes ethniques. Regardez. Pour notre pays multinational, sa complexité de centaines de cultures, de langues, de traditions et de fraternité des peuples a toujours été et est toujours son principal atout, son principal avantage, sa puissance. Cela nous a aidés à tous les tournants de l'histoire, à conquérir de nouveaux sommets dans les domaines de la science, de l'art et de l'éducation, à remporter la victoire dans la Seconde Guerre mondiale et à détruire le nazisme.